dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les indicateurs montrent que l'évolution de l'émission des gaz à effet de serre est nettement vers le haut, alors qu'il faudrait qu'au strict minimum, elle soit stabilisée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une évolution qui est absolument inacceptable et qui va donner lieu à des changements climatiques clairs et nets. Le changement climatique sur la planète, il est acté, il ne va pas venir, il est acté. Le changement de climat, c'est pas une évolution gentille, lente d'une température moyenne, c'est l'arrivée d'événements extrêmes quand même plus forts qu'actuels. Par exemple, l'été 2003, c'est quelque chose comme 3-4 degrés en plus que la moyenne d'un été normal. Tandis que là, on peut craindre des augmentations beaucoup plus importantes, de l'ordre de 10 degrés. Une élévation globale de la température qui va donc générer des périodes de sécheresse intenses, des feux de forêt, mais aussi des crues et des inondations dues à l'incapacité des sols trop secs à absorber l'eau des orages devenus plus intenses. En fait, on va avoir moins de précipitations en moyenne en été, mais paradoxalement, les événements les plus forts seront encore plus forts. Autre conséquence de l'élévation de la température, la fonte des glaces, à laquelle vient s'ajouter la dilatation des eaux des océans, dont le niveau pourrait s'élever de près d'1 mètre en quelques décennies. En gros, je me dis, bon, on peut s'adapter, Alors, nous avons quelque part de la chance d'avoir un degré de technicité et une capacité d'adaptation qui nous permettrait de faire face. Ce sont les pays pauvres qui pourront beaucoup moins facilement s'adapter. Le Bangladesh, il aura beaucoup plus de difficultés à faire face à une augmentation du niveau des mers que les Pays-Bas. Ça va poser des problèmes politiques. Enfin, voilà, donc on n'est pas... Disons que l'homme a encore quelque part un pouvoir de décision sur son avenir. Il y a des choses déjà qui sont relativement irréversibles. Il y aura une augmentation de température, mais elle n'est pas encore catastrophique. C'est ça que je veux dire. On a le temps de mettre en place des politiques. On a une certaine période de temps pour le faire. Mais il ne faut pas traîner. Il ne faut pas se dire, oui, ce sera pour le suivant. Alors, on va peut-être pas parler de problème, on va parler de développement durable. Qu'est-ce que c'est? La première chose, développement durable, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre, puisque on veut essayer de limiter le changement climatique. Et puis, de manière connexe, eh bien, limiter la dépense d'énergie et limiter le prélèvement de la ressource, c'est-à-dire tout ce qui est eau, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est gaz, de manière à en garder un petit peu pour faire des choses plus nobles que les brûler dans une voiture. L'épuisement de la ressource, il est vers 2050, 2060, où là, on aura encore du gaz et du pétrole, mais à des prix tellement importants qu'ils seront inaccessibles pour se chauffer ou mettre dans une voiture, alors que le changement climatique, lui, il est acté. Donc les efforts qu'on doit faire sont bien relatifs à l'émission des gaz à effet de serre. Il me semble très important de comprendre que la réflexion se fait à l'échelon global, la planète, puisqu'on est tous sur la même planète, mais que l'action, elle, est locale. Toutes les actions sont du fait de chacun d'entre nous. La ménagère, chez elle, a des actions à son niveau, par rapport à consommation d'eau, consommation d'électricité. L'architecte a des actions à son niveau en concevant les bâtiments. L'urbaniste, mais aussi le transporteur, mais aussi celui qui fait la communication. Chacun a une action locale et doit avoir une action locale. C'est seulement à cette condition que ça marchera. Concrètement, il faut agir. Alors, il faut agir. Une chose importante, c'est quels sont les critères d'action. Ça, c'est un des chemins du développement durable. Il n'y a jamais un seul critère. Il ne peut pas y avoir un critère politique, un critère économique, un critère scientifique, un critère technologique. C'est la vision globale qui doit emporter la décision. Maintenant, ces actions, elles commencent dès l'urbanisme.
Par exemple, si vous avez une grosse agglomération qui est ici, avec sa zone dense, sa première couronne, la zone desservie par les transports en commun. Si je suis maire d'une commune et que je fais l'aménagement d'une zone d'habitation concertée en limite, tous les gens qui vont habiter à l'intérieur de cette future zone pourront avoir accès aux transports en commun, donc n'utiliseront pas leur voiture. Si je fais des villas, je vais mettre 400 personnes par exemple, 400 familles dans cette zone. Si je fais de la densification avec de l'habitat en bande, de l'habitat intermédiaire, du petit collectif qui peut être extrêmement sympathique, eh bien je densifie et je peux mettre 800 familles. La différence, c'est que dans le premier cas, les 400 autres familles seront plus loin parce que cette deuxième couronne est déjà urbanisée, ne pourront pas avoir accès aux transports en commun, devront prendre leur véhicule pour aller travailler, et donc, par cet acte qui peut être compris comme sympathique, je fais de la villa avec chacun son petit jardin, eh bien en fait c'est catastrophique, parce que je vais mettre 400 familles sur la route avec des moyens de transport individuels pour aller au travail, donc de la pollution, de la sécurité sur les routes, de la difficulté sociale parce que ces gens-là doivent acheter 2 voitures par famille, etc. etc. Donc, dans une logique de développement durable de l'aménagement de mon territoire, je vais densifier, je vais rendre la ville attractive, je vais mettre moins de voitures sur la route, je vais rendre l'acceptabilité sociale de mon aménagement bien meilleure. C'est important de remettre en évidence le fait que chacun, c'est-à-dire chacun doit être acteur. Quand je dis chacun, c'est y compris le maître d'ouvrage, c'est y compris le donneur d'ordre. Et le donneur d'ordre, il doit acquérir une certaine culture. Il doit se former, il doit s'informer, et puis ensuite, il doit faire du management. Alors, en bref, pour le management d'une opération qui se fait dans une logique de développement durable, d'abord quelque chose d'agréable, c'est le rapport qu'il y a entre les gens. On a un rapport qui est plus adulte, qui est plus un rapport de confiance, d'une part entre le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, la commune, la région, le département, et d'autre part son équipe d'ingénierie, les architectes, les bureaux d'études, tous les bureaux d'études, des nouveaux bureaux d'études, les ergonomes, des acousticiens, des paysagistes, qui vont avoir un rôle un peu plus important que ce qu'ils avaient avant. Mais l'idée, c'est vraiment la notion de management de projet avec des objectifs qui sont un petit peu différent de ceux d'habitude. Il n'y a pas que l'argent et l'image de la façade qui compte. Une des choses importantes dans le développement durable, c'est les petits pas, avancer et prendre des dispositions pour ne pas pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire que si on a un réchauffement de climat, je pense qu'au Maghreb, ils auront beaucoup de possibilités de développer leur agriculture. Je pense qu'en Chine, ils vont avoir aussi beaucoup de difficultés. Et tous ces gens-là vont regarder ce qui se passe plus au nord. Ils seront peut-être tentés de venir en masse chez nous. Ça, je vois ça plutôt... Si je vais faire le catastrophisme, moi je vois plutôt ce gros problème-là, problème politique, lié à des déplacements de population. Je crois qu'il faut être clair, la planète s'en tirera très très bien du passage de l'homme. Dans quelques millions, etc., il n'y aura peut-être plus d'hommes, mais il y aura toujours des forêts, des arbres, des ruisseaux et des océans. Donc je pense que c'est intéressant si l'homme reste sur Terre, c'est une race assez intéressante. Donc,